Salut à toi et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le chapitre des crises financières. Après avoir exploré et comparé les crises de 1929 et de 2008 dans la vidéo précédente, il est temps de nous pencher sur les causes des crises financières. Pourquoi surviennent-elles? D'où viennent ces perturbations qui bouleversent notre économie? Et c'est donc à ces questions qu'on va répondre dans cette vidéo. Les crises financières s'expliquent notamment par des perturbations du système financier et des prises de risques trop importantes. Ces perturbations ont principalement lieu sur les marchés boursiers et dans le système bancaire. On va donc commencer par analyser les perturbations sur les marchés boursiers en nous concentrant sur le phénomène des bulles spéculatives. Les marchés financiers jouent un rôle crucial en finançant le développement des économies. En théorie, lorsqu'une entreprise est en expansion, les investisseurs achètent des titres de cette entreprise. Si les résultats de l'entreprise sont moins bons que prévu, ces titres sont vendus, entraînant une baisse de leur valeur. Cependant, dans la réalité, il se passe souvent autre chose. Les investisseurs achètent des titres simplement parce que leur prix monte, en espérant pouvoir les revendre à un prix encore plus élevé. Ce comportement est ce qu'on appelle la spéculation, l'achat ou la vente d'un titre dans le but de profiter de la fluctuation de son prix. La spéculation peut alimenter des bulles spéculatives caractérisées par un écart significatif entre la valeur réelle d'un actif et son prix sur le marché. Ces bulles, bien qu'apparemment irrationnelles, peuvent néanmoins s'appuyer sur des bases concrètes. Par exemple, la spéculation qui a précédé la crise de 1929 était alimentée par les bons résultats financiers des entreprises américaines dans l'industrie automobile, le secteur du bâtiment et l'agriculture. Et en fait, une fois que cette dynamique est lancée, les investisseurs changent leur comportement. Ils ne cherchent plus à obtenir des revenus de leurs placements financiers, mais à revendre leurs titres à un prix plus élevé. Par exemple, à la fin des années 90 et au début des années 2000, les investisseurs achetaient des actions d'entreprises de la nouvelle technologie, non pas pour leurs dividendes potentiels, mais pour les revendre au bon moment. La hausse des cours a attiré de nouveaux investisseurs, ce qui a encore fait monter les prix. Ce phénomène, c'est ce que les économistes appellent des prophéties autoréalisatrices. Les croyances en la réussite d'une entreprise ou en la hausse du cours des actions entraînent des comportements qui vont valider ces croyances. En gros, je crois que les prix de cette action vont monter, je vais donc en acheter, ce qui va en effet augmenter son prix. Mais ces prophéties autoréalisatrices sont aussi amplifiées par les comportements mimétiques des investisseurs. L'économiste britannique John Maynard Keynes a utilisé la métaphore du concours de beauté pour expliquer ce phénomène. En fait, dans un concours de beauté, les juges ne choisissent pas le visage qu'ils trouvent le plus joli, mais celui qu'ils pensent que les autres juges trouveront le plus joli. Sur les marchés financiers, les spéculateurs n'achètent pas les actifs qu'ils pensent être les plus rentables, mais ceux qu'ils pensent que les autres investisseurs vont acheter. Cela entraîne une hausse des prix indépendamment de la valeur réelle des actifs. Les investisseurs suivent donc le mouvement général, pensant que les autres investisseurs savent quelque chose qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Cela conduit à une surévaluation des titres par rapport à leur valeur réelle. Par exemple, si on prend ce graphique basant en 1920, on voit qu'entre 1920 et le pic de 1929, les cours des actions ont augmenté de 200%, donc ils ont fait un x3. En revanche, les dividendes n'ont augmenté que de 70%. Cette différence importante entre l'augmentation rapide des cours des actions et la croissance modeste des dividendes illustre clairement la formation d'une bulle spéculative. Les investisseurs ont continué à acheter des actions en espérant que leur valeur continuerait à augmenter sans se soucier de la rentabilité réelle des entreprises. Mais voilà, à un certain point, de plus en plus d'investisseurs réalisent que les prix des actifs ne correspondent plus à leur valeur réelle. Un doute commence à s'installer sur la poursuite de la hausse des prix. Certains investisseurs commencent à ralentir leurs achats et à vendre leurs actions. L'offre d'actions augmente alors que la demande diminue, ce qui entraîne une stabilisation puis une baisse des prix. Cette baisse initiale des prix déclenche un effet boule de neige. Les investisseurs, voyant les prix commencer à baisser, paniquent et vendent en masse leurs actions. Les comportements mimétiques et les prophéties autoréalisatrices qui ont alimenté la bulle au début fonctionne maintenant en sens inverse. La vente massive d'actions fait donc chuter encore plus le prix, ce qui incite d'autres investisseurs à vendre encore. C'est comme ça que la bulle éclate. Par exemple, lors de la crise de 1929, le début de la baisse des cours a entraîné une panique générale. Les investisseurs ont voulu vendre leurs actions avant qu'elles ne perdent encore plus de valeur, ce qui a amplifié la chute des cours. Ainsi, entre le pic de 1929, indice de 300 baissant en 1920, et le creux de 1932, indice de 50, les cours des actions
actions ont chuté de manière spectaculaire, perdant environ 83,33% de leur valeur. En 2008, lorsque les emprunteurs de crédit subprime sont devenus insolvables, les titres adossés à ces crédits ont également perdu leur valeur. Les investisseurs ont alors tenté de se débarrasser de ces titres, ce qui a provoqué un effondrement du marché. Ainsi, les crises financières peuvent être expliquées par des perturbations sur les marchés boursiers, en particulier les bulles spéculatives. Ces bulles se forment à partir de comportements spéculatifs, d'anticipation et de prophéties autoréalisatrices et éclatent lorsque la réalité rattrape les marchés, entraînant une chute brutale des prix et une crise financière. Mais les crises financières peuvent aussi être déclenchées par des perturbations majeures dans le système bancaire. C'est le deuxième argument. Pour bien comprendre, il est essentiel de connaître les rôles des banques et les risques associés à leurs activités. En effet, les banques jouent un rôle fondamental dans l'économie en octroyant des crédits et en transformant les échéances. Cependant, ces activités comportent des risques majeurs: l'insolvabilité et l'illiquidité. Tout d'abord, commençons par l'activité d'octroi des crédits qui présente un risque d'insolvabilité, c'est-à-dire une situation où la banque ne peut plus rembourser ses créanciers, ce qui peut entraîner sa faillite. Une banque devient insolvable lorsque la valeur de ses actifs, composés de prêts qu'elle a octroyés et des actifs qu'elle détient, comme des actions et des obligations, diminue jusqu'à devenir inférieure au montant de ses dépôts. L'insolvabilité survient principalement en raison d'une dégradation de la qualité des actifs détenus par la banque. Ainsi, si de nombreux emprunteurs ne remboursent plus leurs prêts ou ne payent plus les intérêts, les entrées de liquidité diminuent. Il y a donc une baisse des actifs. Cela rend la banque incapable d'honorer ses engagements envers ses déposants et ses créanciers. En d'autres termes, la banque manque de liquidité en raison de la mauvaise performance de ses prêts. Bon, c'est un peu flou, donc prenons ce tableau fictif comme exemple. On remarque qu'en 2021, la banque est solvable puisqu'elle dispose de 480 millions de dollars d'actifs contre 320 millions de dollars de passifs. Donc elle a plus d'actifs que de passifs. En 2022, sûrement à cause d'une augmentation des défauts de paiement de la part de ses clients, les actifs diminuent et le bilan de la banque se détériore avec une valeur nette de 70 millions de dollars. Cependant, les actifs restent supérieurs aux passifs, la banque est donc solvable. Et on arrive en 2023, le nombre de défauts de paiement explose et la valeur nette devient négative et atteint moins 20 millions de dollars. La banque ne peut plus rembourser ses créanciers, elle devient donc insolvable à cause de l'augmentation de ses défauts de paiement. Donc ça, c'était la première activité avec son risque associé d'insolvabilité. Ensuite, le deuxième, donc le fait d'effectuer des opérations de transformation des échéances, présente un risque d'illiquidité. Ce risque n'est pas directement lié à la performance des prêts octroyés, puisqu'il apparaît lorsque la banque a prêté à long terme des ressources dont elle dispose à court terme, comme les dépôts de ses clients. Bon, on va prendre un exemple encore une fois pour bien comprendre. Imaginons la banque Dupont qui accepte des dépôts de ses clients et octroie des prêts à d'autres clients. Certains clients déposent 1 million d'euros sur leur compte. La banque, elle, prête 800 000 euros à des entreprises pour une durée de 5 ans avec un remboursement mensuel. Les dépôts sont à court terme, donc les clients peuvent retirer leur argent à tout moment, tandis que les prêts sont à long terme, remboursés sur 5 ans. Mais soudain, imagine 70% des clients décident de retirer leur argent, soit 700 000 euros. La banque ne dispose que de 200 000 euros de liquidité immédiatement disponible, 1 million de dépôts, moins les 800 000 euros prêtés. Il manque donc 500 000 euros pour satisfaire les retraits immédiats. Même si les prêts octroyés sont performants vu que les entreprises remboursent régulièrement, la banque ne peut pas immédiatement convertir ses prêts en liquidité. Elle fait face à un risque d'illiquidité. Ce risque est donc indépendant de l'insolvabilité, mais peut également conduire à la faillite de la banque, car celle-ci ne sera pas capable d'honorer ses engagements à court terme. Bon alors, pourquoi je te parle de ça? En fait, car ces risques d'insolvabilité et d'illiquidité peuvent engendrer ce que l'on appelle des paniques bancaires, c'est-à-dire une perte de confiance dans la solidité financière d'une banque, conduisant les clients à se précipiter au guichet pour retirer leurs dépôts. C'est ce qu'on appelle aussi un bank run. En effet, les paniques bancaires surviennent souvent en raison de l'activité de transformation des échéances par les banques, celle qui fait peser un risque d'illiquidité, comme on vient de le voir. Car un retrait soudain et massif de la part des déposants peut conduire une banque à la faillite. Ces paniques peuvent être déclenchées par divers événements, comme un ralentissement de l'activité économique ou un krach boursier qui suscite la volonté de récupérer les dépôts, donc l'argent qui a été déposé. Une panique peut aussi être due à une rumeur concernant une possible
incapacité de la banque à honorer ses engagements. Ainsi, même si la banque est solvable, c'est-à-dire que ses actifs sont supérieurs à ses passifs, la seule perception de sa fragilité par les déposants peut provoquer une ruée vers les guichets, un bank run. Les déposants, ne connaissant pas les engagements de la banque ni la performance des prêts qu'elle a octroyés, préfèrent retirer leurs fonds par précaution. Ce faisant, ils augmentent les besoins de liquidité de la banque, la plaçant en difficulté pour honorer les retraits demandés, comme une sorte de prophétie autoréalisatrice. En pensant que la banque n'a pas assez de liquidité, les clients vont se trouver au guichet, retirer leurs dépôts, et la banque manquera de fait de liquidité à cause de ce comportement. Ensuite, l'activité d'octroi de prêts qui fait peser le risque de solvabilité sur les banques peut aussi entraîner des paniques bancaires. En effet, si les emprunteurs ne remboursent pas leurs prêts, la qualité des actifs de la banque se dégrade, ce qui réduit leur valeur. Cette dégradation peut également affecter la capacité de la banque à utiliser ses prêts comme garantie pour emprunter des liquidités à court terme sur le marché interbancaire. Par exemple, si une banque a octroyé de nombreux prêts immobiliers et que le marché immobilier s'effondre, les emprunteurs peuvent ne plus être en mesure de rembourser leurs prêts. La valeur des actifs de la banque chute, affectant sa solvabilité. Si les clients de la banque perdent confiance en sa capacité à rembourser, ils peuvent refuser de déposer de l'argent, voire même de retirer leurs dépôts, ce qui peut provoquer une panique bancaire et amplifier encore plus ces problèmes de liquidité. Les risques associés aux activités des banques peuvent donc conduire à des paniques bancaires où les clients se précipitent au guichet pour retirer leurs dépôts car ils n'ont plus confiance dans la solidité financière de leur banque. Mais le problème, c'est que les paniques bancaires peuvent entraîner des faillites bancaires en chaîne en raison de l'interconnexion des banques via le marché interbancaire. Alors le marché interbancaire, c'est le lieu où les banques se prêtent entre elles à court terme pour gérer leur liquidité. Ainsi, les banques qui ont un excédent de liquidité, donc trop de liquidité, peuvent prêter à celles qui ont un besoin temporaire de liquidité. Pour rappel, les banques peuvent se retrouver en situation d'excédent de liquidité lorsqu'elles reçoivent plus de dépôts de leurs clients qu'elles n'accordent de prêts. Par exemple, une banque qui reçoit de nombreux dépôts en une journée, mais qui n'a pas encore trouvé de projet ou d'emprunteur pour prêter cet argent, aura un excédent de liquidité. A l'inverse, une banque peut se retrouver en situation de besoin de liquidité si elle accorde beaucoup de prêts ou fait face à des retraits importants de la part de ses clients. Si les clients retirent plus d'argent qu'ils n'en déposent, ou si la banque a investi de manière significative dans de nouveaux prêts, elle pourrait manquer temporairement de liquidité. Maintenant, pour voir comment fonctionne le marché interbancaire, on va faire une petite comparaison avec deux élèves dans une cour de récréation qui ont des billes. Donc, imagine que la cour de récréation de l'école, c'est le marché interbancaire et que les élèves sont les banques. Les billes représentent, elles, les liquidités, l'argent. L'élève A a 20 billes parce qu'il a gagné plusieurs jeux et que ses amis lui ont prêté des billes pour les garder en sécurité. Il est donc en excédent de liquidité. L'élève B a seulement 5 billes parce qu'il a prêté 10 billes à d'autres amis pour qu'ils puissent jouer, mais il en a besoin de 10 de plus pour participer à un jeu. Il est donc en besoin temporaire de liquidité, de billes. Pour que tout le monde puisse jouer et s'amuser, l'élève A prête 10 billes à l'élève B pour la durée de la récréation. À la fin de la récréation, l'élève B rend les 10 billes à l'élève A. Ainsi, l'élève B a pu participer au jeu grâce aux billes prêtées et tout le monde a pu profiter de la récréation. De la même manière, dans le système bancaire, la banque A, avec un excédent de liquidité de 20 millions d'euros, peut prêter 10 millions d'euros à la banque B qui a besoin de fonds supplémentaires pour une courte période. Une fois le besoin temporaire de la banque B satisfait, elle remboursera les 10 millions d'euros à la banque A. Cette interconnexion est cruciale pour le fonctionnement quotidien du système bancaire puisqu'elle permet aux banques de maintenir leurs opérations quotidiennes sans interruption, tout comme les élèves peuvent continuer à jouer ensemble grâce au partage des billes. Cependant, cette même interconnexion devient une faiblesse lorsqu'une banque subit un choc financier. Si une banque ne peut pas rembourser ses dettes, cela affecte ses créanciers, souvent d'autres banques, qui subissent des pertes. Reprenons notre exemple et imaginons maintenant qu'un autre élève, l'élève C, a également emprunté 10 billes à l'élève A, mais ne peut pas les rendre car il a perdu toutes les billes en jouant. L'élève A se retrouve alors avec moins de billes que prévu, ce qui affecte sa capacité à prêter à d'autres élèves. L'élève A avait prêté 10 billes à l'élève C ne peut pas rembourser les 10 billes, l'élève A subit donc une perte
perte de 10 billes. Mais cette perte de 10 billes compromet la capacité d'élève A à prêter des billes à d'autres élèves comme élève B qui comptait sur ces billes pour jouer. Si l'élève A ne peut plus prêter à l'élève B, alors l'élève B pourrait également se retrouver en difficulté et ne pas pouvoir rendre les billes empruntées à d'autres élèves, etc. Et bien de la même manière, dans le système bancaire, si la banque A accorde un prêt à la banque C, qui fait ensuite faillite, la banque A peut perdre une partie ou la totalité de cet argent. Ces pertes peuvent compromettre la stabilité financière de la banque A, qui à son tour peut ne plus prêter à la banque B à cause des pertes subies. La banque B peut donc également se retrouver en difficulté et ne plus pouvoir rembourser ses dettes à d'autres banques et ainsi de suite. Les pertes causées à cause des défauts de remboursement peuvent alors compromettre la stabilité du marché interbancaire, déclenchant un effet domino. Des faillites en chaîne peuvent donc survenir car les problèmes d'une banque se propagent rapidement dans tout le système bancaire par le biais des relations de créances et de dettes comme on l'a vu. À savoir que cet effet est amplifié par la grande taille ou l'importance systémique de certaines banques dont les défaillances ont des répercussions disproportionnées sur le système financier global. Une perte de confiance peut donc s'installer au sein des banques qui redoutent de ne pas être remboursées et ainsi déclencher une crise de liquidité. En raison d'un manque d'accès à des informations transparentes sur la santé financière des banques, les asymétries d'informations, des rumeurs ou de simples indices de difficultés financières concernant une banque suffisent pour provoquer une réaction en chaîne de méfiance. Cette méfiance se manifeste chez les ménages par des paniques bancaires comme on l'a vu, mais également chez les banques elles-mêmes qui deviennent réticentes à se prêter mutuellement des fonds. En effet, le doute sur la solvabilité des autres banques mène à une réduction des prêts interbancaires, chaque banque craignant que leur contrepartie ne puisse rembourser les prêts ou fournir des garanties adéquates. Cela peut conduire à un assèchement du marché interbancaire, privant les institutions financières d'une source cruciale de liquidité. De plus, la réaction des banques à cette situation aggrave souvent le problème. En effet, pour préserver leur liquidité, les banques peuvent vendre des actifs de manière précipitée, on appelle ça des fire sales, ce qui peut entraîner une chute des prix des actifs sur le marché. Cette baisse de la valeur des actifs peut réduire encore plus la solvabilité des banques, donc une baisse de la valeur de leurs actifs, augmentant le risque de faillite. La vente d'actifs dans un marché déjà en baisse peut créer une spirale descendante où la valeur des actifs continue de chuter, aggravant les problèmes de solvabilité de nombreuses banques. Ainsi, des perturbations dans le système bancaire liées au risque d'insolvabilité et d'illiquidité des banques peut déclencher des paniques bancaires qui, à leur tour, provoquent des faillites bancaires en chaîne. Les crises financières s'expliquent donc par des perturbations du système financier, notamment sur les marchés boursiers et dans le système bancaire. Sur les marchés boursiers, il y a des bulles spéculatives qui se forment en période d'euphorie et éclatent lorsque les anticipations sont pessimistes, entraînant une crise financière. Et dans le système bancaire, les banques prennent beaucoup de risques par la nature même de leurs activités et font face à des problèmes de liquidité et de solvabilité lorsque les anticipations sont pessimistes, entraînant panique et faillite bancaire en chaîne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras compris comment expliquer les crises financières. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on verra comment une crise financière se transmet à l'économie réelle. À tout de suite.